C'est bon? Merci Bonsoir. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis désolée, je me sens vieille, je sais pas du tout comment ça fonctionne en fait, les lives sur TikTok. Bon, c'est Je pas pense qu'on a compliqué. bientôt. On va attendre que tout le monde un peu arrive. Si vous avez des invitations à envoyer, les filles. Ouais, on va faire. Et alors aussi. T'as été super réactive, Megara. J'étais au taquet et tout, j'ai même pas fini la danette, tu vois, je suis... Mais fini, je t'en prie. Le temps qu'on invite un peu de monde. Tu sais, c'est encore un peu mes heures de maman cette heure-là, tu vois, donc je suis juste pile poil dans les temps. Quel âge il a ton petit? 13 mois demain. Oh, c'est un tout bébé encore. Petit. Puis t'as habitude, à 8h il dort, et là, 8h20, 8h25, je vois qu'il dort toujours pas, chez genre. Il a senti que maman était stressée. J'avoue, il a senti. Et finalement, j'ai dit à son père, je dis c'est bon, prends le relais. Donc voilà. On a tout eu des petits, on comprend. Oui, J'ai lancé les invitations. Ouais, pareil. Merci. Bon, bah, du coup, on va attaquer. Il me reste 26 pages avant que j'ai terminé. Déjà, tu l'as lu super vite. Ouais, sur moins de 3 jours. Un beau bébé comme ça, de près de 530 pages. Ouais, 524. C'est vrai que t'allais quand même vachement vite. Oui, mais il est bien. Bah ouais. C'était les contes d'été. Oui. C'est un cadeau de Mélanie. Un Oui, dark. c'est trop mignon. Oui. Non, c'est Et chouette. du coup, est-ce qu'on peut te demander de te présenter en quelques mots pour ceux qui viennent Ouh. d'arriver, qui te connaissent peut-être pas? Du coup, moi, c'est Megara Nolan. J'ai 29 ans et je suis autrice. Alors, je suis autrice indépendante depuis 2019. Et depuis 2021, j'ai une saga qui est éditée dans une maison d'édition. Donc je suis une autrice hybride, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Je suis à la fois en maison d'édition et à la fois indépendante. J'ai écrit 21 romans et je suis sur le point d'écrire, enfin je suis sur le point, je suis en train d'écrire le 22e. Il faut savoir que 22 et 23 sont en cours, mais j'ai arrêté le 22e pour écrire le 23e. Donc voilà. Finalement, le 22 va devenir le 23, vous voyez. Et, et voilà, donc je suis à temps plein depuis mi-2021. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Oui, alors moi je suis un peu tombée là-dedans par hasard, je sais pas trop comment dire ça. En fait, j'étais pas du tout dans la littérature de base puisque j'ai fait des études de tourisme, mais j'ai toujours écrit et j'ai toujours eu envie d'écrire, mais comme beaucoup, je pense, de jeunes de ma génération, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être autrice, ils m'ont dit d'accord, mais trouve-toi un vrai métier en fait. Et ce que je comprends parce que c'est un métier qui est quand même assez précaire financièrement, on va pas se mentir. Surtout, surtout chez les maisons d'édition où les auteurs touchent pas beaucoup en fait de droits d'auteur sur les exemplaires vendus. Donc après un burn-out en 2018, j'ai décidé de commencer à écrire. Je me suis lancée dans l'auto-édition en 2019 et pendant le Covid, j'ai beaucoup écrit. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à décoller. Et du coup, en 2021, j'ai décidé d'arrêter le travail que je faisais à côté pour me lancer. Et ça dure depuis, donc voilà. Et si c'est pas indiscret, tu faisais quoi? J'étais game master. Je travaillais dans un escape game. J'enfermais des gens en fait. Et je les regardais galérer. Ça peut être sympa. Aussi. Alors, Bonsoir. c'est un métier qui est très chouette, mais bon, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup d'heures, beaucoup de saisons aussi, donc tu travailles beaucoup les vacances scolaires, le soir, les week-ends, et voilà, à un moment donné, c'était bien quand, voilà, quand j'avais 25, 26 ans, mais quand j'ai commencé à vouloir plus, bah voilà, me poser, fonder une famille aussi, c'est des horaires qui Ouais, fonctionnent pas trop, quoi. c'est sûr. J'avais une petite question. Megara Nolan, c'est un pseudo ou pas? Ce n'est pas mon vrai prénom.
J'ai choqué les gens cette semaine sur Thread puisque j'ai dit que ce n'était pas mon vrai prénom. Non, je m'appelle Megan en vrai, mais j'ai toujours écrit sous pseudo. J'ai commencé à écrire sous pseudo parce que j'étais sur un forum en fait, et juste le pseudo est resté. D'accord. Alors, j'aimerais savoir quelle est ta dernière sortie de livre? Oui, alors ma dernière sortie, c'est Love Sing Dance, donc c'est une new romance musicale qui se passe à Broadway. J'avais déjà écrit un opus en 2021, fin 2021, ça s'appelle Love Sing Hope, et cet été j'ai eu envie d'écrire la suite avec d'autres personnages qu'on trouve aussi dans Love Sing Hope, et du coup voilà, j'ai écrit la suite, c'est sorti le 25 octobre. D'accord, donc c'est une duologie, hein. C'est ça, ouais, mais ça s'arrêtera là, il n'y en aura pas d'autres. Tu peux nous dire un peu les différents genres que tu as écrits? Parce que là, tu nous parles de romance. Ouais. Du coup, j'ai écrit de la new romance. J'ai écrit des romances fantastiques coécrits avec Lucille Chaponnet que tu as lu, du coup, que tu es en train de lire. Voilà, il y en a 4 dans cette collection-là. J'ai écrit de la fantasy, de la fantasy, oui, de l'urban fantasy, de la science-fiction, enfin du space opéra même pour être plus précise, de la dystopie, et je crois que c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ah ouais. Je crois que c'est tout et c'est déjà bien. Ah si, j'ai écrit un thriller fantastique aussi, c'était mon premier. Mon premier roman en auto-édition, c'était un thriller fantastique. Et j'en parle jamais, mais c'est pas grave. Alors, il y a Et quelqu'un dans le commentaire qui nous demande c'est quoi du space opéra? Ah, du space opéra. C'est un peu comme Star Wars ou Les Gardiens de la Galaxie. En gros, c'est un peu comme de la fantasy, mais dans l'espace, quoi. Si je dois vraiment grossir le trait. Mais les codes sont assez similaires, hein, finalement. pourquoi avoir voulu mettre Chasseuse d'âme en maison d'édition et tout le reste est en auto-édition? Pourquoi ce choix? Alors, Chasseuse d'âme, il a un parcours très compliqué. Au départ, il a été en maison d'édition avec une toute autre couverture. Je l'ai plus, ce livre. Sinon, je vous l'aurais montré, mais je l'ai plus. Et ça s'est super mal passé, en fait, avec l'éditeur. Du coup, on a réussi avec ma co-autrice Priscia à récupérer nos droits et il a été en auto-édition pendant 1 an et demi. Sauf que pour gérer les droits d'auteur, c'était très compliqué parce que au niveau de l'administration, c'était une vraie galère et surtout, moi personnellement, j'avais commencé à faire un rejet de ce livre et je n'arrivais plus à en faire la promotion. Et au même moment, une amie, donc Lucie Hurel, qui est la directrice d'Explora, a commencé à monter sa maison d'édition. Elle cherchait des auteurs et ça s'est un peu fait naturellement. Je lui ai demandé si ça l'intéressait de publier Chasseuse d'âme. Elle a dit oui. Et du coup, elle a republié le tome 1, le tome 2, et elle a publié pour la toute première fois le tome 3. On parlait justement des livres que tu as écrits bah, avec Lucille Chaponnet ou Prisca Oscar. Tu aimes beaucoup les quatre mains. Qu'est-ce qui te plaît tant dans le fait d'écrire à deux? Bah, c'est le fait d'écrire à deux, justement, on n'est plus toute seule. Le métier d'écrivain, c'est un métier qui est très solitaire parce qu'au moment d'écrire, en tout cas, t'es toute seule devant ton ordinateur et voilà, il faut que ça sorte. Et il y a des fois où se retrouver seule face à son ordi ou seule face à soi-même, c'est pas facile. Et dans l'écriture à quatre mains, il y a cet effet ping-pong en fait, où j'ouvre le chapitre par exemple de Lucille et même si on a fait un plan et que je sais ce qu'il va y avoir dedans, je suis toujours un peu surprise et j'ai trop hâte et du coup j'ai trop envie d'écrire la suite. Et, c'est aussi une vraie preuve d'amitié et une vraie preuve de confiance parce que pour écrire un roman avec quelqu'un, il faut, ouais, il faut s'adorer, il faut savoir communiquer, il faut se faire confiance aussi surtout. Et du coup, ouais, voilà, j'adore ça. Et d'ailleurs, j'ai prévu d'écrire un autre roman à quatre mains, une saga de fantasy avec Eulalie Lombard. Je sais pas si vous la connaissez. Elle écrit de la fantasy et de l'urban fantasy, donc ça paraîtra en 2025, mais on commencera la rédaction fin 2024. D'accord. Super. Comment ça se passe justement? Vous écrivez un chapitre chacune ou Ça dépend. Par exemple, la méthode que j'ai eue avec Priscia, ça n'a pas du tout été la même qu'avec Lucille. Avec Priscia, bon, on était aussi toutes les deux débutantes, mais
ça dépend. Avec Lucille, on a un personnage chacune dans nos sagas fantastiques. Par exemple, puisque tu as lu Le Djinn et la voleuse et Sirène trafiquée gros calibre, bah, dans Sirène trafiquée gros calibre, moi j'ai écrit Morgane et elle a écrit Jared. Et dans l'autre livre, moi j'ai écrit Cham, le génie, et elle a écrit Abby. Donc il y a ce côté Cham, on l'aime d'amour. Et au contraire, avec Priscia, ça s'est pas vraiment découpé comme ça parce que c'est un récit à la troisième personne, donc on pouvait pas se séparer vraiment les personnages, même si on a fini par le faire. On se séparait par rapport aux facilités de contenu, c'est-à-dire que moi j'étais plutôt sur les scènes et les chapitres où il y avait du dialogue, et au contraire les passages un peu plus contemplatifs où il fallait décrire, c'était plutôt ma co-autrice qui le faisait. Et dans tous les genres que tu écris et que tu nous as cités, c'est quoi ton préféré? Tu préfères écrire quoi? Ça dépend du moment, ça dépend beaucoup de l'humeur. En ce moment, je suis en train d'écrire du coup une romantaisie avec des faits et c'est à la première personne et je m'éclate. Je prends un pied pas possible. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris plaisir comme ça à écrire, mais ça dépend. Je sais que quand j'aurai fini ça, je vais avoir trop envie de me relancer sur de la fantaisie historique, tu vois. Donc vraiment, ça dépend vraiment du moment, quoi. Et est-ce que dans tous tes livres que tu as écrits, est-ce qu'à chaque fois on retrouve de la romance ou pas? Oui, il y a qu'un seul livre où il n'y a pas de romance, c'est le thriller fantastique. Sinon, partout, j'ai mis de la romance. J'aime bien quand on s'aime, c'est plus doux, c'est plus sympa quand même. D'accord. On a vu que tu avais écrit justement, que tu avais fait des réécritures de contes. Oui. La petite sirène, Aladdin, et on voudrait savoir si comment tu as choisi en fait ces contes. Alors c'est venu avec Lucille d'une conversation qu'on a eue quand on a commencé à parler toutes les deux en fait. Assez vite on s'est dit qu'on avait envie de faire des réécritures de contes. Et moi je voulais faire ce que j'appelle des role swaps, c'est-à-dire que je voulais mettre, comment dire, bah, le gars à la place de la fille et la fille à la place du mec en fait. Et puis on en a reparlé après avec Lucille et on a eu très vite l'idée de faire Aladdin. Avant même de faire le premier qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et en 2021, fin 2021, on va à Disney. Et là, on pète un câble. On se dit, viens, on fait une réécriture du Petit Chaperon Rouge pour Noël. Donc là, je vous dis ça, on est le 5 octobre. Noël, c'est dans moins de 2 mois. Et nous, on se dit ça. On a pété un câble. On l'a écrit en 3 semaines. Et il est sorti le 6 décembre. Ouais, vous avez fait vite. On a fait très vite. On a fait très vite et en fait, je sais pas ce qu'on bouffait, je sais pas ce qu'on bouffait en ce moment, enfin à ce moment-là. On écrivait énormément et en fait, pardon, c'est mon chat. Dès qu'il y en a une qui terminait le chapitre, l'autre enchaînait. Moi, ça m'arrivait d'enchaîner parfois 2 chapitres parce que voilà, genre j'écrivais le matin, elle écrivait le suivant, je faisais le chapitre d'après le soir et c'était ouf. Est-ce que tu peux nous dire exactement les quels contes vous avez réécrits pour ceux qui connaissent pas? Donc il y a Aladdin. Alors il y a Aladdin qui s'appelle Génie, Maudit et Mille et une nuits, qui a changé de titre il y a pas longtemps. Il y a Loup-garou et Barésie, qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Vampire, Magie et Dernier coup de minuit, qui est une réécriture de Cendrillon. Et du coup, en role swap, c'est le gars qui est Cendrillon. Et La Petite Sirène, du coup, avec Sirène trafiquée gros calibre. Tu es actuellement en cours de saga de Throne of... Ouais, je sais pas le dire, moi, les titres anglais, tu m'as compris. C'est une saga qui mélange la fantasy et l'historique. Tu fais des recherches particulières pour l'historique, justement. Ouais. Ouais. Ça doit prendre du temps. Ouais, et puis surtout que je me suis déjà plantée. Donc, C'est-à-dire? bah, je me suis fait reprendre par une prof d'histoire, je pense. Non, c'est par quelqu'un. Je vais virer mon chat, pardon, excusez-moi. Elle marche, elle est pas crédible. C'est quelqu'un qui est passionné de Japon en fait. Et à un moment donné, en fait, mes personnages vont au Japon et elle m'a fait remarquer qu'à l'époque, le Japon n'était pas ouvert aux voyageurs. Et c'est des informations qui sont pas vraiment faciles à trouver et surtout,
je ne me serais même pas posé la question. Après, c'est de la fiction. Moi, je suis pas spécialiste comment dire, de ce sujet-là. Donc, c'est de l'historique, mais avec beaucoup de liberté. On a une On a une question. question Vas-y. de Diane. Vous aviez des auteurs qui vous ont inspiré pour écrire? Oui, 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 beaucoup. Ma plus grande inspiration, c'est Pierre Bottero. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, je connais. Qui a écrit beaucoup de fantasy jeunesse plutôt, mais quand même qui a fait beaucoup de choses. Euh, Ça, c'est une de mes plus grosses inspirations. Plus récent, et en français, il y a Christelle Dabos qui a écrit La Passe Miroir, qui est vraiment une super autrice. Et après, dans les autrices qui m'inspirent, il y a celles qui m'accompagnent au quotidien, Lucille Chaponnet, Eulalie Lombard, Noémie Bourgeois et Marie Faucheux. On se bétalie beaucoup. Et, euh, et toutes, j'admire leur parcours et leur force. Et ça, c'est des vraies sources d'inspiration aussi au quotidien. Alors moi, j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qu'un bon ennemi to lover? Parce que c'est la trope quand même que tout le monde aime en général. Donc, selon toi, qu'est-ce qui fait un bon ennemi to lover? C'est quand c'est les dialogues, je trouve. Quand ça s'envoie des fions un peu au début et que il y a de la réplique, un peu d'animosité et en même temps sous l'animosité il y a toujours de la tension un petit peu autre chose. Euh, mais c'est vrai que on en parlait beaucoup avec Eulalie. On met un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui dans le Enemies to Lovers. Si il se chamaille 2 pages, ça y est, c'est un Enemies to Lovers. Non, il faut aussi. Enfin, c'est plus intéressant et quand les personnages ont vraiment de la profondeur et qu'ils ont une bonne raison de se détester, en tout cas au départ. Si la raison, elle est pas terrible, voilà, on adhère moins quand même, on accroche moins. Au niveau de l'écriture des scènes spicy, est-ce que c'est difficile pour toi justement de les écrire? Ça l'a longtemps été. Ça l'a longtemps été. J'ai fait partie de ces gens qui ont dit ces phrases. Moi, j'écrirai jamais de scène spicy. Et j'en suis revenue. Mais c'est parce que j'en lisais pas. Et j'ai commencé à en lire il y a pas si longtemps que ça. En 2020, l'année dernière en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que autant parfois ça s'y prêtait pas du tout, autant parfois ça a rajouté quand même quelque chose. Donc les premières, elles ont été dures parce que, en fait, j'imaginais les gens de ma famille lire ça. Et je me suis dit, ok, ok, on va passer des moments très longs à table dimanche prochain. Mais en fait, ça va, je pense qu'ils ont compris que ces trucs-là, s'ils les lisaient, je voulais pas qu'on en parle. Et maintenant, ça va mieux. Parce que ta famille lit tes livres, j'imagine. Ouais, c'est venu tardivement, mais ils les lisent. Après, voilà, ma mère l'a piraté le Highlander, je l'ai prévenue, elle le lira pas. Ok. Euh, on a pu voir que tu avais vécu à l'étranger et pas mal voyagé. Est-ce que ça a eu un impact dans tes écrits? Est-ce que ça t'a inspiré ou... Ouais, beaucoup. J'ai beaucoup écrit sur l'Écosse parce que je suis allée 3 fois en Écosse. J'adore ce pays. Vraiment, je pense que je pourrais y vivre. Et c'est un pays qui m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de légendes, beaucoup de mystères quand on voyage en Écosse et c'est vraiment incroyable. J'ai d'autres projets avec les autres endroits où j'ai vécu. J'ai habité en Grèce et j'ai habité aussi dans les îles Canaries. Donc j'ai d'autres projets par rapport à ces pays. Et puis la Grèce, j'ai toujours adoré la mythologie. Donc il y a un peu de mythologie quand même dans A Throne of Salt and Sands. Je vais changer, je pense que je vais le mettre en français parce que même moi j'ai du mal à le lire. Ouais, ouais, c'est vraiment une source d'inspiration. Et puis le voyage, ça donne tellement d'idées que c'est toujours une source d'inspiration. Désolée. Alors, tu es auteur, mais à côté, il me semble que tu aides aussi les autres auteurs en auto-édition à faire naître leurs romans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là de ton travail? Alors, si ce que tu fais référence, c'est les mises en page, alors J'imagine. j'ai officiellement arrêté le service. Je rends mon tablier de maquettiste. J'ai beaucoup aimé faire les maquettes pour les autres auteurs et c'était top, c'était une super expérience. Mais depuis que je suis maman, j'arrive plus à tout concilier. C'est plus possible pour moi d'écrire, de faire la com
et de faire les maquettes. Du coup, j'arrête. Désolée. Est-ce que tu peux au moins juste nous expliquer en quoi ça consistait, même si tu arrêtes, tu faisais quoi exactement en fait? En fait, moi, je récupérais le texte une fois qu'il avait été corrigé et je faisais la mise en page. Je travaillais sur un logiciel de maquettage et c'est moi qui rendait, comment dire, j'étais l'étape finale entre la correction et l'impression. Donc voilà, j'avais les règles de typographie, je faisais les e-books aussi pour les gens qui préfèrent le numérique. Et, euh, et du coup, voilà, c'est moi qui faisais la mise en page. Alors, pour un jeune auteur, d'après toi, qu'est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que tu le conseillerais pour démarrer? Je pense que je commencerai par lui conseiller de bien s'entourer. Parce que comme je disais, comment dire, c'est un métier qui est très difficile, enfin qui est très solitaire. Et seul, je pense qu'on n'y arrive pas ou on y arrive peu. Quand j'ai commencé en auto-édition, j'ai fait toutes les conneries qu'une jeune autrice puisse faire parce que j'étais toute seule et que je savais pas du tout vers qui me tourner. Et je pense que c'est vraiment super important d'avoir des gens pour te conseiller, des gens qui sont un peu plus expérimentés que toi et des gens qui sont au même niveau d'expérience que toi et qui vont découvrir ça en même temps que toi parce que c'est là que tu crées des liens aussi. Ça, je pense que c'est le conseil le plus vrai que je puisse donner parce que sinon, écrire tous les jours, tout le monde peut pas écrire tous les jours, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont des emplois du temps qui ça le permet juste pas. Euh, Te gaver de conseils d'écriture, bah c'est pareil, ça peut pas marcher pour tout le monde. Il y a des conseils d'écriture qui vont marcher pour toi et d'autres qui vont pas fonctionner et c'est comme ça, c'est difficile de faire le tri en fait. Et justement le fait de parler à d'autres gens, ça peut t'aider déjà à faire le tri et se dire ok, lui sa méthode ça a l'air de lui convenir, j'essaye ça, mais ça je sais déjà que c'est pas pour moi. Alors, on a une petite question juste par rapport au programme que tu utilisais pour faire la mise en page. Il y a quelqu'un qui te demande, je peux connaître ton programme. Ah oui, je travaillais sur InDesign. C'est un logiciel de la suite Adobe. C'est payant, mais c'est le meilleur pour faire de la mise en page. Alors, j'aimerais savoir depuis combien de temps tu arrives à vivre de ta plume? Depuis que je me suis lancée en avril 2021. Ouais, c'est ça, avril 2021. Pendant quelques mois encore après avril, j'ai continué de toucher du Pôle emploi. Et en septembre, ça s'est arrêté. Donc je me suis retrouvée sans autre obligation que ça fonctionne. Et, euh, et du coup, bah voilà, depuis ça fonctionne. Il y a des mois qui sont difficiles, mais il y a toujours d'autres mois qui viennent contrebalancer les moments où c'est un peu plus creux, quoi. As-tu des moments privilégiés pour écrire ou des habitudes d'écriture? Oui, j'ai rebouleversé ça il y a pas longtemps. En général, j'écris le matin je bouge pas de mon fauteuil tant que j'ai pas écrit mon chapitre ou tant que j'ai pas rempli mon objectif d'écriture. Ça, c'est une méthode que j'avais un peu oubliée cette année. J'écrivais quand j'avais le temps ou quand j'avais fini tout ce que j'avais à faire. Mais du coup, l'écriture, c'était plus ma priorité et j'avançais pas assez vite et j'avançais pas. Du coup, là, ça fait depuis début décembre que je me suis remise à écrire le matin et c'est un vrai kiff de commencer ta journée par faire ce que tu kiffes faire. Et ouais, le midi, enfin l'après-midi, je fais de la com, de l'administration, enfin les trucs un peu plus chiants, quoi. Alors, mis à part être autrice, est-ce que à côté tu es une lectrice? Oui. Et alors, quel genre tu affectionnes en tant que lectrice? J'adore la fantasy. Là, dévoré récemment beaucoup de fantasy faits parce que bah, je suis en train d'en écrire. La seule particularité, c'est que je lis en anglais. J'arrive plus à lire en français depuis que j'écris beaucoup. Et surtout, je bêta-lis aussi beaucoup de copines autrices. Donc c'est très difficile pour moi de lire en français. J'ai eu une grosse panne de lecture à cause de ça il y a 2 ans. Et depuis, je lis en anglais et ça va beaucoup mieux. Ça a trop d'impact sur ta façon d'écrire quand tu lis en français? En fait, c'est que, genre, je sais pas comment dire, j'essaie de lire un livre en français et direct j'ai envie d'écrire, sauf que c'est pas trop le but.
Le but, c'est de se reposer aussi à un moment donné. Et le fait de lire en anglais, ça me permet vraiment de déconnecter. Et, euh, et puis, j'ai pas ce regard critique avec l'anglais parce que c'est pas ma langue maternelle, que des fois en français, je suis dans la suranalyse de la phrase et je me dis, ah, dis donc, ça, j'aurais bien écrit ça différemment. Ou, ah, tiens, là, il y a une répétition. Et en fait, j'apprécie pas ma lecture et enfin voilà, je préfère du coup avoir des lectures plus détentes. Et est-ce que tu peux nous donner un top 3 de tes livres préférés? Comme ça, hein, faut pas non plus trop réfléchir, mais... Hum, En top un, je pense, enfin, le premier, c'est Elana, qui a une place vraiment incroyable dans mon cœur. En deuxième, un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, mais qui a vraiment changé beaucoup de choses pour moi et qui a révolutionné la fantasy pour moi, c'est Crescent City. Et en troisième, euh, en troisième que j'adore aussi, c'est Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. As-tu d'autres passions que l'écriture? Bah, la lecture. Mais sinon, j'avoue que non, on tourne beaucoup au cours de ça quand même. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les deux livres que tu es en train d'écrire du coup? Ouais. Ou... Alors bah du coup le premier, celui que j'ai mis en pause, c'est le tome 3 de Un trône de sel et de sable, qui était censé sortir en début d'année et qui sortira un peu plus tard. Je suis à la moitié, je pense, du roman et voilà, j'y arrivais plus donc j'ai préféré mettre sur pause. Et l'autre roman s'appelle Fais-moi t'aimer. Oui, Euh, on a déjà vu. ouais, ce sera une romantaisie moderne, du coup, pour les gens qui ont lu un peu Crescent City, ce sera dans un monde moderne, mais fantasy. Où on va suivre Vera, du coup, qui est une fée de la cour du printemps et qui va devoir se retrouver à épouser le roi Ancili et l'héritier de la cour d'hiver que personne n'a vu depuis des centaines d'années. Euh, Puisque la ville est scindée en deux. Donc d'un côté, il y a la cour du printemps, la cour de l'été et la cour de l'automne. Et de l'autre, il y a la cour Ancili et la cour d'hiver. Et les deux n'ont plus du tout de contact. Et donc pour tenter de réunir ces cours, il faut un mariage. Et ça va pas du tout se passer comme prévu. Et c'est un one-shot, une saga, une duologie? Alors, ce sera un one shot. J'ai prévu une série, mais avec des tomes compagnons, chaque tome un couple. Donc là, ce tome-là, ce sera Vera et Kalel, et le tome d'après, ce sera un autre couple. Alors, est-ce que tu es quelqu'un de très organisé et par exemple, tu sais déjà combien de livres tu veux sortir en 2024? Pas du tout, c'est au feeling. C'est au feeling. L'organisation et moi, ça fait 15 000. Et j'avais un planning pour 2023, planning que je n'ai pas du tout respecté. Mais je suis un peu obligée d'avoir un planning plus organisé pour 2024, puisqu'en fin d'année, je vais écrire avec Eulalie, qui, elle, est très organisée. Donc là, déjà, la publication de Fais-moi t'aimer en février 2024, puis le tome 3 d'Atosas, enfin d'un trône de sel et de sable. Et après, on va voir. Ce sera soit le tome 2 de Fais-moi t'aimer, soit directement le tome 4 d'un trône de sel et de sable. Je sais pas encore. Il n'y aura pas de réécriture de compte. Pas en 2024. Il a fallu faire un choix. Peut-être que, pareil qu'en octobre 2024, elles vont se dire, tiens, pour Noël, si on sortait. C'est possible. Franchement, la porte ne peut pas se fermer. J'arrête de dire jamais parce qu'à chaque fois, ça finit mal. Donc, Tu peux retourner à Disney alors. ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais en plus, on s'est vu il y a pas très longtemps avec Lucille et on a déjà parlé des réécritures qu'on voudrait faire. Donc, la collection n'est pas terminée, juste elle est en pause. D'accord. Alors, peut-on espérer de te voir soit en salon, soit en séance de dédicace en 2024? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas définitif parce que j'attends encore certaines dates, mais déjà, je serai aux Imaginales en mai 2024. Si tout se passe bien, je serai aussi à l'Ouest Hurlant à Rennes, début mai. Et il y a un salon en Loire-Atlantique qui vient de se créer, donc c'est début juillet et normalement j'y serai. Pas de venue en Belgique? À Mons?
Eh ben, j'aimerais bien, mais figure-toi que cette année, c'était le week-end de l'anniversaire de mon fils. Donc j'attends que Mons dévoile ses dates, et si ça colle, je viendrai. Ok, je Et, serai là. il y a quelqu'un dans le commentaire qui me dit, c'est tout dans le nord, ça. Tu viens pas plus au milieu de la France et dans le sud? Bah, c'est loin de chez moi quand même. C'est loin après. Déjà, les Imaginales pour y aller, c'est toute une organisation parce que les Imaginales, c'est 4 jours, donc il faut avoir un sacré stock de livres. Ouais. Et moi, je viens avec une toute petite voiture et je viens surtout avec un homme et un bébé, donc qui eux déjà prennent de la place dans la voiture, ce qui est normal. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse envoyer mes livres à des copines qui sont sur place. Enfin, donc je le Puis, fais que quand je connais des gens sur place. Je connais pas de gens dans le sud. Ok. euh, on voulait savoir, à l'approche des fêtes de Noël, qu'as-tu commandé au Père Noël? C'est une excellente question. Tu l'as bien commandé? Si, Tu si, n'as pas une si. wishlist? J'ai commandé quoi? J'ai commandé un sac. J'ai commandé un bonnet. J'ai hésité à commander des livres et après je me suis dit que je les lirais pas en papier donc ça sert à rien. Euh, Tu lis que en Kindle? ouais. Enfin, en numérique? Ouais, je lis que en numérique et quand vraiment j'adore, j'achète le livre. Mais je le lis pas. C'est juste pour le, c'est juste pour l'avoir en fait. Voilà, c'est mon truc. Puis j'ai plus de place dans ma bibliothèque, donc je me restreins. Et j'achète beaucoup les romans des copines aussi, indépendantes, quand je les vois en salon. J'aime bien avoir ma petite dédicace, donc on en profite. Mais sinon, j'achète très peu. Ouais. Bon, alors, ta commande au Père Noël est toute petite, alors peut-être as-tu pris des résolutions pour la nouvelle année? Oui. Non, j'ai des résolutions pour la nouvelle année, c'est vraiment reprendre la communication, parce que j'ai complètement lâché l'affaire en 2023. En même temps, je venais d'avoir un bébé, donc c'était pas trop ma priorité. Donc vraiment reprendre la communication, euh, faire un travail aussi un peu de développement personnel, parce que j'en ressens le besoin et que finalement je trouve ça chouette. Et puis continuer d'écrire, parce que c'est ça qui me fait le plus rêver. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre à mon fils, que on peut avoir un métier passion, que c'est possible, et que voilà. Alors, qu'est-ce que tu entends par communication? C'est quoi en fait tout ce qui est réseaux sociaux? Ouais, réseaux sociaux, et puis développement aussi un peu de la communication au niveau local, envoyer, tu sais, aux journaux, dire coucou, j'existe. Mine de rien, des fois au niveau local, en fait, on se rend pas compte qu'on a des lecteurs qui pourraient être intéressés et qui nous connaissent pas parce que moi, je suis essentiellement présente sur Internet. Voilà, développer un peu tout ça. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas, surtout. Alors moi, je vais en profiter tant que les gens posent leurs questions. Actuellement, sur mon compte, en partenariat donc avec Megara, nous faisons un concours pour remporter le premier tome. Je ne prononcerai pas A Throne of Salt and Sand, c'est ça? C'est ça, Voilà, qui sera donc dédicacé par Megara. tout à fait. Je vais le mettre en français ce titre. Mais disons que moi, j'ai une prononciation anglaise qui est complètement calamiteuse. Donc, Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va te proposer un jeu. Oui, vas-y. Alors, on va te dire deux mots, puis on va te demander de choisir parmi les deux un seul. Celui qui te ressemble le plus. Voilà, pour savoir un peu plus sur toi. Alors, si je te dis McDo ou resto? Resto, Talon ou basket? basket. Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? Harry Potter. Je déteste le Seigneur des Anneaux, pardon. Je déteste. Alors, on sait la réponse. Numérique ou papier? Ouais, Numérique. numérique, quand même. Canapé ou boîte de nuit? Canapé, Chocolat ou pâte de fruits? chocolat. Café ou thé? Chien ou chat? Oh non, c'est trop dur de choisir. J'ai les Les deux. deux. J'ai les T'as- deux. Tu as les deux. Ah oui, tu as un chien J'ai un qui chien te et fait un faire chat. du sport. Pardon? Tu as un chien qui te force à sortir et faire du sport, j'ai lu dans ta bio.
Absolument, absolument. C'est quoi comme chien? C'est un cocker. C'est têtu, il paraît ça. Absolument. Très, très. Un Mais chat, un seul chat et un seul chien. oui, on se restreint parce que nous habitons en appartement. Sinon, notre appartement serait l'Arche de Noé. Mais non, non, un seul chat et un seul chien, c'est assez. Ils prennent Avec beaucoup un de bébé, place. c'est déjà bien. Ouais, voilà. Après, c'est trop. Non, mais après, plus t'as grand de maison, plus t'en as. Moi, j'ai 4 chiens, 2 chats, 3 enfants. La maison est pleine. Tu m'étonnes. Alors, été ou hiver? Hiver. Organisé ou bordélique? Les bordel. Balade ou ciné? Mmh. Ciné. C'est quoi tes 3 films préférés? Tu me prends de court, vraiment. Mes trois films préférés. The Imitation Game avec Benedict Cumberbatch. Reviens-moi. Et le troisième, Hunger Games. J'adore. Je regarde tous les ans. Tu les as lus aussi, je suppose? Ouais, et je suis en train de les écouter en audio, puisque je les ai lus il y a longtemps, et je les ai lus qu'en version française, et j'avais pas envie de les relire en version anglaise, du coup je les écoute en audio, j'ai presque fini le tome 1. C'est cool. Ouais, ça me motive à faire mon ménage. Alors, plage ou campagne? Plage. Or ou argent? Or. Maquillage ou naturel? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Pardon. Alors, romance ou fantasy? Pourquoi il faut choisir entre ça? Peu fantasy quand même. Et droitière ou gauchère? Tiens. Bon, bah voilà, on a fini notre petit jeu pour apprendre à mieux te connaître. Dans les questions, on a est-ce bien les livres audio? Ouais, Tu écoutes ça sur quoi? j'écoute ça sur Audible. D'ailleurs, c'est mon petit instant pub. J'ai une trilogie qui est dispo sur Audible. La Selkie. Donc si vous avez des crédits audio qui se baladent, n'hésitez pas à prendre la Selkie. Non, franchement, c'est hyper chouette. Quand tu fais de la route, moi je trouve que c'est moins lancinant que la musique. Et moi qui ai tendance des fois un peu à somnoler, les livres audio, ça me tient bien réveillée. Et pour faire ton ménage, pareil. Quand je suis prise dans un livre audio, on pourrait manger par terre chez moi. Ah ouais? Ouais. Ouais, J'ai jamais essayé, moi. J'ose pas. J'ai peur que la narration soit pas. bah, après, tu peux écouter les extraits. Donc, si la voix te plaît pas, par exemple, tu passes. Et alors, ils ont pas encore fait ça en français, je pense, mais comment dire, aux États-Unis, ils font ce qu'on appelle des graphiques audio. Et en fait, c'est des livres audio où chaque personnage a son acteur, où il y a des sons, des petites musiques. Et franchement, niveau immersion, c'est top. Tous les livres quasiment de Sarah Gimas, ils sont pas encore tous en graphique audio, mais bah, les premiers tomes de d'Akotar le sont. J'ai écouté les deux premiers comme ça. Franchement, incroyable. Ouais, Là, ça doit être beaucoup plus immersif que seulement quelqu'un qui parle et qui raconte le texte, quoi. bah après, c'est des comédiens. Du coup, ils mettent des intentions dans la voix. C'est pas simplement du récit, quoi. Moi, j'ai écouté du coup l'extrait de mon livre. Alors, j'avais été un peu refroidie parce qu'ils ont pris un homme pour faire la narration alors que le personnage principal est une femme. Je n'ai pas compris ce choix, mais enfin bon, pourquoi pas. Et en fait, sa voix, elle est vachement entraînante et il fait les intonations, il fait des voix différentes. On sent qu'il a essayé vraiment d'incarner le roman, en fait, et c'est hyper chouette. Ouais, c'est à tester, ouais. En Moi, parlant au niveau de la concentration, après, je me Pardon? demande si tu arrives à te concentrer, en fait, moi. Ouais, Mais en fait, c'est en quelque sorte un film sans images, quoi. Tu vois, c'est comme si tu regardais, voilà, la télé, t'écoutes, mais sans images, ouais. oui, complètement. Et puis moi, j'ai du mal de plus en plus à rester sans rien faire, genre à me poser devant un film. J'ai toujours envie de faire quelque chose et tout, sauf que des fois, bah, ça fait 10 minutes que j'ai pas levé les yeux. Et
où j'en suis dans le tome. Bah, le fait d'avoir un livre audio, quand je cuisine, j'écoute un livre audio, quand je fais mon ménage, des fois quand je sors mon chien. Et finalement, ça me permet de lire plus parce sinon il y a des périodes entières où je lis pas du tout. Ouais. Et là, tu parlais de ta trilogie, c'est ça, la Selkie? Ouais. Alors moi, je l'ai vu plusieurs fois passer, je ne l'ai toujours pas lu. Tu peux me faire un petit résumé comme ça pour me donner envie de le lire? Ok. Alors, déjà, est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'une selkie ou pas du tout? Pas du tout. Alors, je sais pas du tout vendeur quand je dis ça. Une selkie, en fait, c'est un phoque qui est capable de se transformer en humain. Et en se transformant en humain, elle perd sa peau. C'est une créature qui est issue de la mythologie celte. Et dans la selkie, on va du coup suivre Brie, qui elle a complètement perdu sa peau. Elle n'a aucune idée d'où elle est. Et surtout, elle est un peu amnésique. Elle sait pas ce qui s'est passé avec sa peau. Et ça fait 230 ans qu'elle cherche, donc ça commence à faire un bail. Et comme elle a un peu lâché l'affaire, elle est devenue agente de protection des créatures magiques à Édimbourg. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on la rencontre. C'est une agente spéciale et du jour au lendemain, son patron l'enlève, lui enlève sa mission et lui dit tu vas surveiller le dernier oracle parce que tout le monde est à ses trousses. Et c'est là qu'elle se retrouve à gérer Jace, un New-Yorkais de 20 ans qui n'a pas la moindre idée que le monde magique existe. Et donc tous les deux, ils vont devoir apprendre à se connaître. Elle va devoir lui apprendre aussi toutes les créatures magiques, le monde magique, etc. Et ensemble, ils vont voyager à travers l'Écosse et ils vont essayer de démêler tout ça. D'accord. L'Écosse, oui. Ouais, Encore. l'Écosse. Et tu n'as pas résumé le livre que vous faites gagner. Tu pourrais aussi le pitcher vite fait. Oui. C'est quoi, La Sirène et le Highlander, c'est ça? Non, La Pirate et le Highlander. Alors, ici, l'intrigue prend place en 1795 et on découvre Léo le Rouge, anciennement Éléonore de Noailles, qui est devenue pirate suite à sa fuite de la France la veille de la Révolution française. Elle a perdu ses cadets, son petit frère et sa petite sœur, et elle est prête à tout pour les retrouver. Et de fil en aiguille, elle va se rendre compte qu'elle a besoin de l'aide d'un Highlander, un sorcier. Et donc, au lieu de lui demander son avis, elle décide de le kidnapper. Ouais, mais Par la force. moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, les rôles sont inversés, entre guillemets. On a souvent l'habitude que ce soit le pirate qui enlève la jeune fille et que, bah, là, c'est complètement l'inverse, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien, ça. Enfin, j'adore les schémas et j'adore les clichés. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ça marche. C'est parce que des fois, c'est un peu cliché. Mais des fois, juste en inversant les rôles, on finit par complètement bouleverser tout ça. Et moi, j'aime bien faire ça. Ok, super. Si quelqu'un a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Je ne sais pas. On a été vite pour poser nos questions, j'ai l'impression. Oh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé parce que je suis une vraie pipelette, mais Faut qu'on en prépare plus la prochaine fois. Alors, Qui des merveilles te demande ton best-seller, c'est lequel? Celui qui s'est le mieux vendu. c'est la Selkie. D'accord. C'est la Selkie, c'est toujours mon best-seller. Ça fait... Il est sorti en 2020, le tome 1. Donc ça va faire 4 ans. Et il se vend toujours super bien. C'est incroyable même. Et du coup, la pirate et le Highlander, c'est dans le même univers que la Selkie. Ok. D'accord. Et du coup, elle te Il faut demande, pas avoir lu. Le Pardon, moins vas-y, bien vas-y. vendu, bah, je pense que c'est mon premier, c'est Let It Snow. Mais c'est un livre qui est compliqué à promouvoir pour moi parce qu'il est très personnel. Et c'était le premier. Donc j'ose pas, j'ai l'impression qu'il est moins bon que les autres. Donc en fait, il existe, mais j'en parle jamais. Et dans tous les livres que tu as écrits, quel est le personnage qui te ressemble le plus? Dans lequel tu te reconnais le plus? Même si je me doute qu'il y a un petit bout de toi Ouais, dans plusieurs, même. dans tous. Je pense que c'est dans... C'est difficile. Je pense que c'est Calypso qui me ressemble le plus. C'est l'héroïne du space opéra, et d'ailleurs c'est celle que je supporte le moins. Quoi?
Elle m'agace, elle fait que des trucs qui sont pas prévus. Pour Atypical Calypso, ça a été très difficile parce que c'est du space opéra, donc j'étais quand même obligée de savoir un peu où j'allais. Et à chaque fois que je me penchais dessus, ça partait complètement en sucette. Je sais pas comment j'ai réussi à faire 2 tomes. Je suis censée écrire le troisième, mais on verra. Et Fée des Merveilles demande, est-ce que TikTok t'a aidé à booster tes ventes? Les réseaux en Les général. réseaux, en règle générale, t'aident. ouais, bah en fait TikTok, je m'y suis mise un peu sur le tard parce que je comprends pas toujours tout. Et ça bouge vite les réseaux, et des fois c'est compliqué de se dire que ce qui marchait un jour ne marchera plus le lendemain. Ça, quand on essaye comment dire, de vendre un produit, c'est pas facile de toujours se remettre en question continuellement, etc. Mais dans l'ensemble, oui. Il y a des fois des vidéos qui marchent super bien sur TikTok, ou même des fois elles marchent pas bien, mais ça peut faire une vente ou deux, et de toute façon on le remarque assez vite. Si le matin je fais une vidéo sur la Pirate Highlander, bah en général je fais une vente ou deux l'après-midi, et mine de rien ça aide. Ça aide vachement. Tu parlais donc du conte du petit chaperon rouge que vous avez écrit en 3 semaines, c'est super rapide. Mais quel est le livre que tu as mis le plus longtemps à écrire? Le tome 3 de Chasseuse d'âmes, j'ai mis 8 ans. Ah ouais? Bah ouais, parce que on a commencé à l'écrire en 2014. Ah mais t'as les trois. Bien sûr, mais moi, c'était un gros coup de cœur l'année dernière, cette saga, j'ai les trois. Et tu l'as trouvé en librairie ou tu l'as trouvé Sur sur internet? Amazon. Sur Amazon? Ouais. Top. Ouais, bah le tome 3, on a commencé à l'écrire en 2014, et puis après, bah moi je suis partie en Grèce. Enfin, la vie est passée par là, quoi, et du coup on l'a fini vraiment que il y a 2 ans, quand il a été publié. Ça n'a pas été trop dur de reprendre une histoire après autant de temps? Si. C'était très douloureux. Parce que le fossé entre les premiers chapitres qu'on avait écrits en 2014 et 2021, enfin, moi j'avais beaucoup écrit, ça ne ressemblait plus du tout à ce qu'on écrivait en fait. Et du coup, on a bien développé l'intrigue. Le tome 2 aussi, il a été beaucoup réécrit quand il est ressorti. Et c'est Lucie, notre éditrice même, elle voyait qu'on écrivait, qu'on écrivait, qu'on écrivait, elle a dit: calmez-vous, calmez-vous, ne faites pas un truc trop gros, s'il vous plaît. D'ailleurs, le 3 est beaucoup plus gros, hein. Il est, il est très gros, le 3, il fait 140 000 mots, je crois. Et elle nous a mis le haut là, sinon il en aurait fait 160. Et on était, Et Élise, Quel livre as-tu préféré écrire? Demande Élise. Quel livre j'ai préféré écrire? Ouais. Je pense que c'est La Seule qui, quand même. C'est tout ce que j'aime, l'Écosse, les créatures fantastiques, le mystère, un peu d'enquête. C'était mon préféré. Après, maintenant, en ce moment, j'adore écrire celui que je suis en train d'écrire là. Mais c'est une expérience différente pour chaque roman. Bah, celle qui me fait très envie en tout cas. moi aussi, je l'ai marqué, je pense que. Ouais. C'est bientôt mon anniversaire. Ça marche. Et comment choisis-tu les prénoms de tes personnages? C'est très aléatoire. Il y a des fois où j'ai déjà l'idée du caractère de mon personnage, et du coup je vais essayer de trouver un prénom dont la signification se rapporte à ça. Par exemple, pour Brie, le personnage de la Selkie, je voulais un prénom qui voulait dire brune. Et du coup elle s'appelle Brina, donc elle s'appelle, enfin, diminutif de Brie. Et parfois, c'est quand l'idée du roman me vient. Moi, j'ai souvent les débuts d'idées avec les personnages. En fait, c'est le personnage qui arrive et qui me raconte son histoire. Et parfois, quand j'ai de la chance, il me donne son prénom, ce qui facilite beaucoup mes recherches. Il y a que pour les personnages secondaires et beaucoup pour les personnages masculins où des fois j'ai du mal et où je passe des heures à essayer de trouver un prénom qui me convienne. C'est pas facile. Est-ce que tu peux rappeler le livre que tu es en train d'écrire actuellement? C'est fait. Oui, c'est Fais-moi t'aimer. Et moi t'aimer. Fait F-A-E comme fait. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit jeu de mots. On aime bien l'humour. Ah, c'est celui où t'as révélé la couverture, là. Hier ou il y a quelques jours. Le C'est pas titre? c'est pas la couverture, j'ai juste mis le titre. La couverture, j'ai pris rendez-vous avec la graphiste. Je suis hyper contente d'ailleurs de travailler avec elle. C'est une graphiste
C'est la graphiste qui a fait la cover de Guild. Et Ouais, j'étais hyper Bien contente quand même. qu'elle ait bien voulu et qu'elle ait de la place, surtout quand je l'ai contactée, Ouais. je tremblais, j'espère qu'elle a de la place. Et elle a de la place, donc voilà. Donc ce sera une couverture bien graphique. Ouais, 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 ouais. Normalement, j'ai un créneau le 4 janvier, donc dans ces eaux-là, première semaine de janvier, deuxième semaine, je devrais avoir la couverture. Trop bien. Ok. alors, on a une question de, alors, je suis désolée si je prononce mal, Dark Shiny Gamey Book. Où pioches-tu tes inspirations? Partout. Parfois, c'est une conversation qu'on a avec mon conjoint. Parfois, c'est un truc que je vois dans la rue, dans une pub, dans un livre aussi, parfois dans un film. Enfin, vraiment de partout, quoi. Le moindre truc peut, euh, peut dérouler une idée, une histoire, et après, soit ça passe le casting des idées, et où je me dis, tiens, ça peut faire un livre. Soit c'est recalé, et je me dis, on verra ça plus tard. T'as un petit cahier où tu notes tes idées, etc. Ou t'as une idée, elle reste dans ta tête jusqu'à temps que tu te mettes à écrire. Ouais, moi, c'est surtout ça, elle reste dans ma tête. Le fait de poser sur papier, des fois, ça m'enlève l'envie d'écrire. Ah ouais. Et du coup, bah, j'ose pas noter, mais là, je commence à avoir beaucoup d'idées dans la tête, donc comment dire, je sais pas si vous connaissez Notion, c'est c'est un site, en fait, c'est un outil où on peut faire des listes, on peut faire des tableurs, on peut faire plein de choses sur Notion. Et du coup, j'ai un tableau Notion où je note mes idées, et où parfois, quand j'ai des idées de répliques, de dialogue, pareil, je note le dialogue là-dessus, quoi, pour pas oublier. Il y a une question, Dark Matte Boy, as-tu un avis sur la dark romance? En vrai, non. Euh, je pars du principe que enfin, tout le monde lit ce qu'il veut en fait. C'est pas à moi d'avoir un avis là-dessus. Je sais que vous en lisez beaucoup, bah, si ça vous plaît, tant mieux. J'ai lu une dark romance parce que j'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, beaucoup sur Amazon notamment, et moi je suis pas trop attirée par ça de base, mais j'ai voulu comprendre, donc j'en ai lu une. Je suis pas du tout la cible, mais T'as écoutez, lu quoi? alors c'est une fanfiction de Drago et de Hermione. C'est Manacled, je sais pas si vous connaissez. Je pense que c'est Non. la fanfiction en dark romance qui est la plus connue. Et du coup, c'est une espèce de réécriture de The Handmaid's Tale, enfin La Servante écarlate, mais version Harry Potter. Ok. En Elle est- parlant de fanfiction, vas-y, continue. C'était très long déjà. J'ai mis une semaine à en venir à bout. Et pourtant, je lisais beaucoup. Et ouais. Mais c'était très addictif. En tout cas, j'ai reconnu le côté addictif où t'as envie de savoir en fait ce qui va se passer. Mais ouais, voilà, c'est pas pour moi. Approcher, ouais. Dans les fanfictions d'Harry Potter, t'en as lu d'autres? Non, c'est la seule. Ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Mais je Mais t'en c'est la conseille seule. une. Moi, j'ai lu Harry Potter 9 3 quarts de Alix. Et ça se passe entre le moment où la bataille finale et les 19 ans plus tard. Donc les 19 ans là. Et franchement, elle est géniale. C'est la seule fanfiction que j'ai lue à fond. Mais elle est vraiment bien. Ok, Alors bah là, je, je vais je vous prendre note. pour une personne stupide. C'est quoi exactement une fanfiction? Parce que tout le monde parle de fanfiction, je ne sais même pas ce que c'est. En fait, il y a plein de définitions possibles, mais souvent c'est dans l'univers qui a été créé par un auteur. Donc la fanfiction, il y a beaucoup de fanfiction d'Harry Potter par exemple. Toi, tu fais une autre histoire. Donc soit tu reviens sur ce qui a été dit, donc en fait tu décides que l'histoire, bah, elle va partir dans une toute autre direction, soit tu racontes ce qu'il y a après. Là par exemple, dans la fanfiction que j'ai lue, Manacled, c'est Voldemort qui a gagné la bataille finale. Donc en fait, ils n'ont pas eu de happy end. Donc il y a toute la résistance, et Drago, il est devenu le chef des Mange-Morts un peu. Et Hermione, elle est soigneuse dans la résistance. Et donc c'est l'histoire de comment ils se retrouvent, comment ils en viennent à avoir une relation amoureuse, etc. Mais c'est écrit par des auteurs ou par... enfin, tout le monde Monsieur et peut-être. Madame Tout le Monde aussi. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Tout le monde peut en écrire. Ouais, tout le monde, ouais. Après, la seule différence avec une fanfiction, c'est que tu peux pas toucher d'argent dessus.
Oui, vu que c'est dans un monde qui est écrit par Ouais, un auteur. ouais. Ça reste quelque chose où tu peux pas vendre une fanfiction. Après, il y a des super livres qui sont publiés aujourd'hui en maison d'édition. Au départ, c'était des fanfictions. D'accord. Mais Ouais. alors, comment ça se fait? Si. Bah parce que je pense que c'est des gens qui ont commencé en écrivant des fanfictions. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé en écrivant des fanfictions, et puis de fil en aiguille, ils ont repris l'intrigue de leur histoire, ils ont changé les noms, et puis ils ont fini par créer leur propre monde en fait. D'accord, ok. Celle d'Alix, elle existe en livre, mais parce qu'elle les vend au prix où ça lui coûte, elle ne fait pas d'argent dessus, mais elles sont disponibles en livre et ça c'est super rare pour les fanfictions. On en trouve rarement en bouquin papier. Bah, Manakeld aussi, je sais qu'il est en papier, mais après, c'est au niveau de la juridiction qu'il faut faire hyper attention, quoi. Parce que Oui. je pense que si c'est prouvé que tu te fais pas d'argent dessus, bon, après tout, pourquoi pas, mais il faut faire attention quand même. Il y a quelqu'un qui demande, trouves-tu le temps de lire? Bon, on t'a déjà posé la question, mais... En ce moment, pas trop, mais c'est quand je suis dans une période intense où j'écris, je lis pas. Et là, du coup, tu nous as dit que donc, tu avais pris rendez-vous avec une graphiste pour ta couverture. Donc, j'imagine que tu travailles pas toujours avec la même équipe. Tu changes. Mm. Pour les graphistes, non, je change souvent parce que parce qu'il faut aussi s'adapter aux couvertures qui fonctionnent sur le marché. Donc avant de choisir avec qui je travaille, c'est beaucoup de recherches sur ce que j'écris et sur la couverture qui pourrait marcher le mieux pour ce que j'écris. Et puis après, il faut trouver l'artiste qui est le plus qualifié pour faire ce que je recherche. Ouais. Donc ça prend du temps. Il y a un artiste que j'adore, mais j'ai pas de projet à lui proposer pour le moment, ou bah, j'aime bien ce qu'il fait, mais ça va pas du tout avec mon projet. Enfin, ça dépend vraiment. Il y a que pour les, comment dire, il y a que pour les graphistes que je change. Sinon, l'équipe éditoriale, c'est toujours la même. C'est toujours ma correctrice. J'en ai deux. Parce que des fois, j'ai pas, enfin voilà, elles sont pas dispo, donc c'est bien d'en avoir deux. Et la même équipe éditoriale me relie tout le temps. Euh, je sais que tu as fait une demande de partenariat, puisque Mélanie en fait partie. Combien de partenaires tu as pris pour cette année? Du coup, j'en ai 6. J'en ai 3 sur Instagram et 3 sur TikTok. Voilà. Donc j'ai longtemps hésité à en faire parce que c'est coûteux déjà d'envoyer des livres papier. Euh, et en fait, j'avais déjà fait ça il y a 2 ans quand j'ai publié La Selkie. Et franchement, c'était super. C'est des filles avec qui je parle toujours, même si c'est plus mes partenaires, parce que voilà, le partenariat a touché à sa fin. Et j'avais envie de retenter l'expérience et je suis très contente que ce soit aussi des filles avec qui je parle pas forcément. C'est des nouvelles personnes en fait, donc ça c'est chouette. Ça Tu apporte un renouvelles à chaque plus. fois, en fait. Pardon? Tu renouvelles à chaque fois, tu prends pas, il y a pas des Ouais. personnes où une année sur l'autre, tu la gardes, quoi. Bah là je te dis, c'est la fois où, enfin, ça fait 2 ans que j'en avais pas fait. Donc comme en plus il y a 2 ans j'étais pas sur TikTok, c'était l'occasion aussi de demander, enfin voilà, de proposer aux gens. Puis on verra si jamais ça marche bien, j'ouvrirai des places en cours d'année. D'accord. Super. T'as eu beaucoup de demandes là, du coup? Sur TikTok, oui. Sur Insta, un peu moins. Mais le truc, c'est que, en fait, j'ai des conditions et des fois, les gens, ils postulent et ils regardent pas les conditions. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps à vérifier qu'ils avaient bien les conditions que je demandais et non. Donc, C'est pour ça que j'ai pas postulé. et puis voilà, sur Instagram, c'est beaucoup de gens qui étaient presque sur Instagram, je demandais 1500 abonnés, je crois. Ils y étaient presque en fait. Et puis, mais je regarde aussi le taux d'engagement parce que bah, ça sert à rien d'avoir 3000 abonnés si personne commande jamais les posts, hein, donc voilà, il y avait tout un tas de critères qui rentraient en compte aussi. Ça a dû prendre du temps pour sélectionner aussi, ça. Ouais, voilà, j'ai beaucoup. Enfin voilà, je préférais me dire j'en prends que 6,
mais je prends le temps de bien regarder. J'ai essayé aussi de parler un peu avec elle, savoir si elle m'avait déjà lu, si ce que j'écrivais allait leur convenir aussi, parce que c'est un partenariat, donc le but c'est que tout le monde passe un bon moment, hein. C'est pas que ce soit une corvée de lire mon livre quand il arrive dans la boîte aux lettres. Donc voilà. Mais je suis contente des filles que j'ai choisies et j'espère qu'on va bien s'amuser. Il y en Alors, a une qui est contente aussi. on a une question de Fédé Merveille qui demande si tu as des bêtas. Ouais, ouais. Ça dépend des projets. Là, par exemple, sur Fais-moi, j'ai plutôt des alpha lectrices, c'est-à-dire qu'elles lisent le livre pendant que je suis en train de l'écrire. Et j'en ai 5. Est-ce que les copines en font partie? Eulalie, Lucille, etc. Toujours. Toujours. Toujours parce que... Alors, j'essaye quand même, pendant mon équipe de bêta, de prendre au moins une ou deux personnes qui n'ont pas l'habitude de me bêta lire. Parce que sinon, les remarques, ça devient redondant un peu des fois. Enfin, on a tellement l'habitude des styles les unes des autres qu'il y a des choses qu'on voit plus. Donc c'est toujours important d'avoir un ou deux regards neufs. Mais on aime bien quand même se bêta lire les unes les autres. Déjà parce que parfois c'est la seule occasion qu'on aura de se lire. Une fois que le livre est sorti, on est pris par la vie et on se lit pas, donc c'est dommage. Et ouais, il y a là sur cette alpha lecture là, et ben il y a Eulalie, Marie qui finira peut-être pas le livre, mais c'est pas grave, et Lucille. Et pourquoi elle finirait pas le livre? Parce que Marie, elle fait des bêta lectures très poussées, très poussées. Du coup, ça lui prend une plombe pour bêta lire un chapitre. Et donc parfois, arrive le moment fatidique où tu dois envoyer à la correctrice, mais Marie, elle a pas fini. Oui. Alors quand elle est à 2 chapitres de la fin, je veux bien expliquer à la correctrice que dans 3 heures, je vais pouvoir lui envoyer. Quand il lui en reste 15, des fois c'est compliqué. Oui, j'imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que bon, nous, après, tous ces termes, on connaît pas trop, la différence donc entre une alpha lectrice et une bêta lectrice? Enfin, qu'est-ce qu'elle cherche de différent? Alors, ça dépend en fait de ce que demande l'autrice. Moi, je demande pas de chercher grand-chose de différent. La seule différence avec une alpha lecture, c'est que tu vas lire le roman alors qu'il n'est pas terminé. D'accord. Donc en fait, je sais pas, tous les 2-3 jours, je te remets des chapitres. Donc ça demande aussi de se tenir à jour sur le manuscrit, parce que moi, il faut me dire si vraiment on voit une grosse incohérence dans ce qu'il y a déjà écrit dessus. Moi, à ce moment-là, je me dis, ok, stop. Avant de continuer, vraiment, je me pose, je regarde ce qu'elles m'ont dit et j'agis en conséquence. La bêta lectrice, elle lit le roman une fois qu'il est terminé. D'accord. Donc ça demande de lire le roman assez vite, entre guillemets, et de donner un avis voilà, final. Mais sinon, après, voilà, je demande à peu près pareil. Même en alpha lecture, on peut venir me décortiquer phrase par phrase pour me dire que ça va pas. Ça, c'est des choses que je verrai plus tard, du coup. Si c'est que la forme, je regarde plus tard. Si c'est un problème de fond, un problème de construction, je regarde tout de suite. Ok. Bon, est-ce qu'il y Je a regarde. une dernière question? Je regarde, mais je crois qu'on a posé toutes les questions. Ouais, j'ai regardé, il n'y a rien. Je vais juste rappeler du coup qu'il y a un concours en cours sur mon compte en partenariat avec Megara. Donc pour gagner le tome 1, je ne prononcerai pas le titre en anglais, je dirai juste La Pirate et le Highlander. Normalement, on me trouve avec la pirate et le Highlander, c'est bon. Oui. Voilà, et puis on va te remercier d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir répondu à à beaucoup de nos questions, parce qu'on en a posé beaucoup. Bah, merci à vous, c'était super chouette. Je suis hyper contente. C'est mon premier, enfin, c'était pas mon premier live sur TikTok, mais c'était mon premier où j'étais invitée, donc je suis contente. C'est un grand plaisir pour nous, en tout cas. Ouais, Bah, c'était avec grand plaisir. Et puis peut-être en 2024, on te réinvitera si tu veux revenir pour parler de tes dernières sorties. parler, j'aime bien parler. Et Merci merci beaucoup. à ceux qui ont participé dans les commentaires. Merci. Merci, bonne soirée. Merci de Bonne votre soirée aide. tout le monde. À Bonne soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir.